L'intervention providentielle de la police a permis d'éviter un suicide collectif aux Canaries. Ces 10 dernières années, plus de 1100 personnes, dont des enfants, ont trouvé la mort dans un suicide collectif. Ils croyaient que la fin du monde aurait lieu ce soir à 20 h et qu'un vaisseau spatial viendrait les récupérer. Rien de tel ne s'était encore jamais produit en Espagne. Qui sait, bientôt viendra le temps de la transformation. On rentrera alors tous chez nous. On abandonnera notre enveloppe corporelle. Certains resteront et construiront le nouveau royaume. Mais ils nous rejoindront plus tard. Puisqu'on va rentrer chez nous, on n'a plus rien à perdre dans ce monde. Ce soir-là, je participais à un débat télévisé. Et quand je suis sorti du studio, on m'a fait passer un message. On avait essayé de me joindre pour m'informer qu'une intervention policière de grande envergure était menée contre les membres d'une secte qui envisageait de se suicider. J'ai toujours vécu à la Salud. C'est un quartier normal. On travaille dur, on est des gens modestes, on se connaît tous. C'est un quartier typique de Santa Cruz. Au 23 de la rue Enrique Anaga, il y avait un immeuble de 3 étages. Des gens vivaient là à demeure, ils sortaient rarement. C'étaient des étrangers, soi-disant des Allemands. Ils ne se mettaient jamais à la fenêtre. Ils n'avaient aucune relation avec les gens du quartier. Comme s'ils se cachaient ou pour que personne ne sache qu'ils étaient 40 ou 50 à vivre dans cet immeuble. Le 7 janvier, j'étais à 20 jours de ma majorité, c'est-à-dire de mes 18 ans. On savait que des gens habitaient là, mais quand ils sortaient dans la rue, mettons qu'ils étaient 3, aucun ne disait bonjour. On savait aussi que la police secrète surveillait le coin, mais de là à imaginer une chose pareille, et puis un jour, il y a eu des policiers partout. Vers 19 h, 20 h, on voit arriver de partout des voitures de la police secrète et de la police nationale. Elles prennent même des rues à contresens. Il y a aussi des policiers qui déboulent en courant et tous convergent vers l'immeuble. Ils enfoncent la porte et ils entrent. Naturellement, les rumeurs commencent à circuler. Vous savez comment ça se passe. Des gens demandent si quelqu'un est mort, etc. Quand je quitte le studio de télévision pour me rendre à Santa Cruz, je sais seulement qu'une catastrophe a eu lieu et qu'on risque de sortir des cadavres. J'arrive et là, première grande surprise. Plein de collègues journalistes sont déjà sur place. Ce n'est donc ni une info confidentielle ni un scoop. On a tous été prévenus. Le déploiement policier m'a sidéré. Il y avait les forces de sécurité publique, la police d'intervention, les polices scientifiques et judiciaires et la brigade d'information chargée de démanteler la secte. Et au fil de la soirée, d'autres médias sont arrivés. On a été parmi les premiers sur place grâce à nos sources. Et là, on a commencé à attendre. 1 heure, 1 heure et demie, on discutait, on se posait des questions. Comme il n'y avait pas beaucoup de mouvement à l'extérieur de l'immeuble, on se demandait ce qu'il pouvait bien se passer à l'intérieur. Les différentes unités de police entrent et ressortent chargées de sacs remplis d'objets saisis et aussi de documents. Selon les informations de la police, il y a une petite trentaine de personnes à l'intérieur, dont quelques enfants. Ces personnes commencent à sortir, encadrées chacune par 2 policiers. Et la dernière à quitter l'immeuble, c'est Aide Fitcao. Bonsoir. L'intervention providentielle de la police a permis d'éviter un suicide collectif aux Canaries.
La chef présumée du groupe, Heide Fitkau-Garte, a été arrêtée. Elle a déclaré que la police avait interrompu une réunion entre amis. Ils croyaient que la fin du monde aurait lieu ce soir à 20 h et qu'un vaisseau spatial viendrait les récupérer. On a identifié les victimes présumées d'un délit d'incitation au suicide, dont 4 mineurs. Les forces de sécurité s'interrogent. S'agit-il d'une secte hindoue apocalyptique ou d'une branche issue de la scission du Temple solaire? La police a trouvé sur les lieux un liquide mortel que les adeptes devaient ingérer pour se suicider au cours d'un rituel. La police s'est intéressée à une substance dont elle soupçonnait qu'elle contenait au moins un produit narcotique. On a appris qu'il y avait des petits flacons contenant un poison destiné à être bu et que Heide promettait aux adeptes qu'un vaisseau spatial les conduirait vers un autre royaume, vers un autre monde. Si les premiers indices se révèlent probants, Heide Fitkau, alias Mère Aïda, pourrait être accusée de 3 délits qu'elle nie avoir commis. Trois délits sont envisagés. Tentative d'assassinat, création d'une association en dehors du cadre légal espagnol ou incitation au suicide collectif. Ce dernier n'a pas eu lieu et personne ne sait absolument rien sur cette affaire. Vous vous appelez comment? Je ne suis personne, voyons. Un simple avocat, je m'appelle Enrique Porres. Enrique Porres est l'avocat de Heide Fitkau, d'Ulrike et des autres. À l'époque, il était le conseiller juridique des adeptes présumés de la secte. C'est lui qui les a assistés dans leur déposition. En Espagne, on ne se suicide pas, on vit bien ici. Est-ce que les substances chimiques ont été analysées? Vous savez de quoi il s'agit? Pour moi, tout ça, c'est du pipeau. Voilà ce que je pense. Mais ils ont dit ce que c'était? Une substance toxique? Une substance est en cours d'analyse. J'ignore ce que c'est. Mais on l'a trouvée dans l'immeuble. Les membres du groupe doivent savoir de quoi il s'agit, non? Écoutez, du fait d'une forte pression internationale, l'affaire en est encore à ses tout débuts. Et le Temple solaire? Il n'a rien à voir avec ça. Quelques jours après la descente de police, on a commencé à faire le lien entre le groupe de Heide Fitkau et l'ordre du Temple solaire. Beaucoup d'articles sont parus dans la presse, bien sûr. Le magazine Interview a sans doute été le premier à faire le lien entre le groupe de Heide Fitkau et l'ordre du Temple solaire. La police suisse se demande si les 48 personnes retrouvées mortes hier dans différentes fermes se sont suicidées ou si elles ont été assassinées. 15 corps ont déjà pu être identifiés. Mais la police ignore où se trouve le chef de la secte de l'ordre du Temple solaire, Luc Jouret. À partir de 1988, j'ai commencé à travailler pour le groupe aux États. Puis 4 ans plus tard, j'ai été engagé comme journaliste d'investigation par le magazine Interview. J'étais chargé des enquêtes avec d'autres collègues. Et j'y suis resté presque jusqu'à la fin des années 90. L'ordre du Temple solaire est à l'origine une résurgence des Templiers. Ses fondateurs ont profité de l'arrivée du 2e millénaire pour développer différentes théories et convaincre les adeptes que la fin du monde était proche, que le corps n'était qu'une simple enveloppe et que l'âme devait s'envoler avec les esprits ou avec des ovnis vers la planète Sirius, ce genre de choses. En fait, ce que faisait la secte, c'était prendre prétexte du changement de millénaire pour pousser les gens au suicide ou les assassiner. Comment l'ordre souverain du Temple solaire devient-il l'ordre du Temple solaire? Eh bien, sous la férule de 2 personnes très intelligentes. L'homéopathe Luc Jouret, qui est issu d'autres sectes,
et son bras droit, Joseph Di Mambro. Celui-ci est en quelque sorte le trésorier du mouvement. Signes kabbalistiques, discours enregistrés qui parlent du ciel et de la terre, vision apocalyptique de la vie, conviction que la fin du monde est proche. Ces croyances contrastent avec le niveau de vie luxueux des membres d'une secte qui vivaient dans une vallée idyllique au pied du Mont Blanc. Tout commence le 5 octobre 1994 à Chéry, en Suisse, où 25 corps sont retrouvés. Une heure plus tard, dans une localité proche de là, on en découvre 23 autres. Puis le lendemain, au Canada, 5 personnes sont retrouvées mortes, dont un bébé de quelques mois, qui a reçu 54 coups avec un pieu en bois, parce que ces décérébrés de la secte l'ont pris pour l'Antéchrist. Les corps de 2 adultes ont été retrouvés dans le sous-sol de cette maison, dans une armoire encastrée. Quelques heures plus tard, la police a découvert le corps d'un bébé. Les 3 cadavres présentaient des signes de violence. Les mutilations et tortures infligées renforcent la thèse selon laquelle 53 membres du Temple solaire seraient les victimes d'un suicide collectif ou d'un assassinat. Les autopsies révèlent que beaucoup d'entre eux ont été drogués et d'autres tués par balle. Les personnes appartenant à ce groupe se caractérisent par un pouvoir d'achat élevé. Elles se distinguent également par un niveau culturel assez élevé. Les premières informations sont parvenues à notre unité de la police nationale de Tenerife en 1994, suite aux suicides collectifs qui ont eu lieu dans les cantons suisses de Fribourg et du Valais. Pourquoi avons-nous été informés? Pour la simple et bonne raison qu'un habitant de l'île de Tenerife, Leopoldo, faisait malheureusement partie des victimes. Un citoyen espagnol figure parmi les adeptes de la secte du Temple solaire décédé en Suisse. Au début de ce mois d'octobre, il avait quitté les Canaries, d'abord en direction de Madrid, puis de la Suisse. Leopoldo Cabrera était propriétaire d'un salon de coiffure. Il avait 39 ans, était marié et avait 2 enfants. Cette affaire nous a pris de court et on s'est dit qu'il fallait peut-être se préparer à gérer ce phénomène qui prenait de l'ampleur au fil des jours. On devait se tenir au courant pour empêcher ça et qu'il ne soit pas trop tard, comme dans le cas de la mort de Leopoldo Cabrera. Le magazine Interview a publié des articles sur les doctrines millénaristes, sur les sectes apocalyptiques. Le sujet a même fait la une. Et à partir de là, on a enquêté et reçu beaucoup d'informations. D'anciens membres de l'ordre du Temple solaire ont appelé Interview pour nous prévenir que la secte était fortement implantée à Tenerife. Il fallait qu'on soit attentifs, parce qu'elle allait continuer à célébrer des rituels d'initiation, peut-être même des rituels de sang. On a eu des informations et avec l'aide de la police suisse, on a pu découvrir, au sud de la commune de Guimard, un petit local où auraient eu lieu plusieurs réunions et où Luc Jouret se serait même rendu. Grâce à des informateurs, entre guillemets, on a rencontré des sympathisants et on a commencé à enquêter sur ce groupe de gens. Dans son numéro du 30 juin 1997, Interview publie un article informant que le Temple solaire a organisé un sommet international. Bien sûr, grâce aux enquêtes et à la surveillance de la police, personne ne s'est donné la mort. Mais un suicide collectif, à une date ultérieure, reste possible. Suite à la publication de cet article dans le magazine, l'Ordre du Temple solaire a entamé sa dissolution. Il a fait ce que font toutes les sectes, se scinder en plusieurs groupes et changer souvent de nom pour que la police perde sa trace. Heide a profité des circonstances, de toute cette pagaille provoquée par l'enquête. En fine psychologue, elle a récupéré un certain nombre d'adeptes pour exercer sur eux son pouvoir. Elle s'est érigée en chef de la nouvelle secte. Appelez-la Temple solaire, appelez-la comme vous voulez. Pour moi, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Dans l'article, on a donné différentes dates auxquelles pourrait se produire un suicide collectif, dont celle du 7 janvier. Et c'est précisément à cette date qu'ont été arrêtés les membres de la secte.
Qui sait, bientôt viendra le temps de la transformation. On rentrera alors tous chez nous. On abandonnera notre enveloppe corporelle. Certains resteront et construiront le nouveau royaume. Mais ils nous rejoindront plus tard. Puisqu'on va rentrer chez nous. On n'a plus rien à perdre dans ce monde. Trois délits pourraient conduire en prison la dirigeante de la secte qui a été démantelée quelques heures avant que ses adeptes ne se suicident. Elle est la seule des 31 personnes arrêtées à avoir été placée en détention provisoire. Parmi les personnes habitant l'appartement que Heide Fitkau possède dans le quartier de la Salud, on l'arrête elle, en tant que chef présumé de la secte. Et on arrête également celle qui se présente à l'époque comme la gestionnaire de la secte, Ulrike. Mais après sa déposition, Ulrike est sortie libre de chez le juge. Je me souviens de ces images où on la voit faire des déclarations à la sortie du tribunal. Je ne sais rien. Qu'est-ce qui était prévu? Rien, on faisait la fête. C'est quoi cette histoire de suicide? N'importe quoi. Je suis toujours en vie, comme vous voyez. Je suis très heureuse. Et je vais très bien. Heide, c'était la chef. Et Ulrike, son bras droit. Elles dépendaient beaucoup l'une de l'autre. À la banque, elles avaient des comptes joints, c'est tout dire. Ulrike était la collaboratrice indispensable. Elle résidait dans la propriété de 4000 m², qui est située rue Pinot-Juanico. Elles allaient ensemble en Allemagne, elles revenaient ensemble à Tenerife, elles faisaient les courses à deux, bref, elles vivaient ensemble. Je m'appelle Ulrike. Je ne sais pas si mon nom complet vous intéresse. Restons-en à Ulrike. J'aime bien mon prénom. Je vis en Thuringe depuis un peu plus de 10 ans. À un certain moment de ma vie, j'ai eu envie de m'intéresser à ma vie intérieure. Oui, j'avais besoin d'introspection, de calme. J'avais une vie très mouvementée. Et puis, un jour, j'ai rencontré Heide. Elle m'a fait accéder à une vie spirituelle plus belle et plus paisible. Quelque chose a changé en moi, parce que je me suis rendu compte que je devais me couper davantage du monde extérieur. Ça m'a fait beaucoup de bien, et j'étais heureuse de pouvoir mener une vie heureuse et paisible auprès de Heide et des autres personnes. Oui. Bien sûr, elle dirigeait le groupe. Elle disait ce qu'elle avait à dire. Et elle était la propriétaire de la maison. Mais on ne vivait pas comme une secte. Ce n'est que plus tard que j'ai entendu dire que quelqu'un avait peur. Cette femme s'inquiétait pour sa mère, qui était venue nous rendre visite. Elle avait peur qu'on soit une secte. La première fois, la police a été alertée par le frère de Margot, une des adeptes qui était présente lors de leur dernière visite, si on peut appeler ça comme ça, à Tenerife en 1998. Le frère a eu l'information par Monica, qui est une des filles de Margot et qui est également membre de la secte. À mesure que la date approchait, la fameuse date du 8 janvier, Monica a commencé à voir des choses étranges et à se disputer un peu avec Heide. Finalement, considérant qu'elle était un élément d'instabilité au sein du groupe, Heide l'a laissée partir. Quand Monica est arrivée en Allemagne,
Elle a informé sa sœur Claudia de ce qui se passait. Claudia a alors prévenu son oncle, le frère de Margot, qui s'est rendu à la brigade criminelle de Düsseldorf, si je ne me trompe pas. Et là, il a porté plainte. Quelques jours avant l'épiphanie, on reçoit des notes de police via Interpol. On nous informe que des Allemands ont fait leurs adieux à leur famille en Allemagne et qu'ils vont se suicider sur le volcan TID. Apparemment, la chef du groupe est une certaine Heide Fitkau-Garte, domiciliée à Puerto de la Cruz. Dès que le fax d'Interpol arrive, la police place les propriétés sous surveillance. Elle se renseigne sur l'identité de Heide et se procure dans les bases de données de la police tous les documents officiels disponibles. Pour nous, la première chose à faire, et de toute urgence, c'était de trouver Heide. Ça faisait 10-15 ans qu'elle ne résidait plus à Puerto de la Cruz. Et dès qu'on a su qu'elle vivait à Arafo, on a immédiatement mis en place un dispositif de surveillance policière. Il fallait identifier cette femme, déterminer si elle représentait une menace aussi grave qu'on le disait, s'il était impliqué dans cette affaire, etc. On avait beaucoup de choses à vérifier. Heide a hérité de ses parents, ici à Tenerife, de la propriété de Guimard et de l'appartement dans le quartier de la Salud. Elle prétend que parmi les patients qu'elle suivait en Allemagne, elle en a invité beaucoup à venir chez elle. Ils payaient leurs frais de séjour et pouvaient poursuivre leur traitement. C'était toutes des personnes instruites, d'un niveau culturel élevé. Elles avaient pour la plupart fait des études supérieures. Heide avait un grand pouvoir de persuasion et elle les manipulait en permanence. Évidemment, on pense que ces gens s'inscrivaient au séminaire parce qu'ils présentaient à la base une fragilité, ou qu'ils avaient eu un chagrin d'amour ou un problème familial, etc. C'est ce qui les poussait à s'en remettre à une psychologue, en l'occurrence Heide Fitkau-Garte. Tout ça, ce sont des données fondamentales qui sont connues et qui permettent de cerner le personnage. Mais ceux qui la connaissent le mieux, ce sont ses disciples. Vous pouvez répéter? Je vous repose la question. Pourquoi les gens étaient obsédés par elle? C'était une excellente psychologue. Et comme actrice, elle était encore meilleure. Elle pouvait manipuler qui elle voulait. On se sentait très à l'aise, très bien accueillis dans ces séminaires. Bien sûr, elle nous demandait de l'argent, et pas qu'un peu. Moi, j'avais vendu ma maison, alors je n'en manquais pas. Non, je n'étais pas fâchée contre elle. Je regrette simplement de lui avoir donné tout cet argent. Heide Fitkau est venue nous voir en disant « On va sauver le monde ». C'est merveilleux de s'entendre dire ce genre de choses. On était ravis de prendre part à cette mission. C'était elle, la patronne. Et un élève apprend toujours de son modèle, disons qu'il s'efforce de l'imiter dans tout ce qu'il fait. Les gens ont du mal à comprendre. Expliquez-nous en quoi elle représentait Baba ou parlait à travers Baba. Qui est Baba? Elle prétend qu'elle est la première âme apparue sur Terre et que le dieu Baba parle à travers elle. Et qu'il en est ainsi depuis 5000 ans. Elle est la première âme. Oui. Et elle n'est responsable de rien. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Baba. C'est comme ça qu'elle l'appelle. Elle avait un certain charisme et aussi un côté très tendre, très chaleureux. On était attirés par cet aspect-là. Elle pouvait se montrer très affectueuse, très aimante à l'égard des membres de la communauté. On se sentait chez nous, comme si on était rentré à la maison. Heide Fitkau était quelqu'un de très empathique. Ça l'aidait à établir le contact avec les autres. En fait, plus une personne a le don d'empathie, plus il lui est facile d'entrer en relation avec son prochain.
Et elle était douée pour ça, c'est vrai. Vous trouvez qu'elle est dangereuse? Elle n'a absolument aucun scrupule. Claudia est arrivée à Tenerife effrayée par tout ce qu'elle avait entendu. Et comme sa mère faisait partie du groupe de Heide Fitkau, elle voulait la rappeler à la réalité et la ramener en Allemagne avec elle. Dès son arrivée sur l'île, elle s'est rendue dans les locaux de la brigade provinciale d'information. Elle ne savait pas comment s'y prendre pour convaincre sa mère. Alors, elle nous a supplié d'intervenir, et ce, d'autant plus qu'il y avait d'autres victimes, des gens qu'elle connaissait. C'est à ce moment-là qu'on a décidé que l'un des policiers qui était présent et qui dépendait de la brigade d'information l'accompagnerait dans toutes ses démarches. Elle a commencé par essayer de contacter sa mère, qui habitait rue Ruiz de Padrón, dans le centre de Santa Cruz, la capitale de l'île. Puis, elle a convenu avec la police d'un rendez-vous dans un quartier central pour la prévenir de ce qui l'attendait et l'emmener avec elle. Claudia commence à parler à sa mère, Margot, et l'une des premières choses que lui dit cette dernière, c'est « Pourquoi tu es venu puisque tu sais que tout sera bientôt fini ?» Elle la repousse, lui dit de la laisser tranquille et que le 8 janvier, l'axe de la Terre va exploser. Un ovni va venir et nous sortir d'ici. Et à partir de là, tout sera merveilleux. Plus que la plainte déposée en Allemagne, c'est surtout ce rendez-vous qui a servi de déclencheur, qui a convaincu Antonio Turcardona, le chef de la brigade d'information, de donner son feu vert à l'arrestation de tout le groupe cette nuit-là. On avait été informé qu'un dîner devait rassembler tous les membres du groupe de Heide Fitkau Garte. On a suivi tous les adeptes et on a découvert que le dîner aurait bien lieu comme prévu le 7. Il l'avait appelé le dîner d'adieu au monde terrestre. Le souvenir que j'en garde est celui d'une sorte de réveillon du jour de l'an. On a cuisiné, on a préparé tout ce qu'il fallait et on a tout mis dans la voiture. Puis on a fait la route d'Arafo à Santa Cruz. On a organisé un dîner pour tout le monde sur de longues tables. Je pense qu'on devait être plus d'une vingtaine. C'était censé être une soirée agréable. L'image de tous ces bols sur le sol me revient à l'esprit. On a mangé, ou du moins on s'y préparait. Il était environ 20 heures et on a fait boucler la zone par les forces de sécurité publique. Ensuite, la police judiciaire, les services d'immigration et la brigade provinciale d'information sont entrés dans l'immeuble en question. On devait être une soixantaine de policiers. Ils ont dit « Il y a la police ». Oui, il y a la police. Carlos, le voisin du dessous, a beaucoup d'amis policiers. Ne vous inquiétez pas. Mais il y en a vraiment beaucoup. Et moi, quoi? Comment ça? Pourquoi il y en a autant? Dans l'appartement, on a trouvé effectivement 32 personnes. 27 adultes répartis comme suit. 14 femmes et 13 hommes. Et 5 mineurs âgés de 6 à 12 ans. Personne ne comprenait rien à ce qu'il se passait. Moi, je n'étais pas affolée du tout. Je me demandais juste... à quoi ça rime? J'ai peut-être été un des premiers à entrer. Je ne me souviens pas si un policier et l'officier ministériel sont passés avant moi. Je pense que non, que j'étais le premier. La porte s'est ouverte et un policier est entré, suivi d'autres policiers. Et là, je me suis dit que c'était la fin, mais pas celle qu'on attendait. On n'allait pas au ciel, mais direct en prison.
Heide était assise et quand elle a vu les policiers faire irruption dans la pièce, elle s'est immédiatement levée en hurlant quelque chose à ses disciples. On a su plus tard qu'elle leur disait de ne surtout faire aucune déclaration à la police. Elle m'a salué et je crois me rappeler qu'elle m'a fait 2 bises. Je crois. Oui. Heide non plus n'a pas eu peur. On s'est simplement regardé en se demandant « il se passe quoi ?» Oui. Voilà comment je l'ai vécu. On a prélevé des échantillons de ce dîner d'adieu. Il fallait déterminer s'il y avait du poison ou quoi que ce soit d'autre qui puisse nuire à la santé des personnes présentes. Ils nous ont demandé poliment de nous asseoir dans les pièces. Puis ils nous ont expliqué que beaucoup d'entre nous n'ont pas compris parce qu'ils parlaient en espagnol. Ils nous ont expliqué qu'ils nous emmenaient tous au commissariat, qu'on était en état d'arrestation. J'ai demandé pourquoi. Réponse : pour vous empêcher d'aller dans la montagne et vous suicider. J'ai fait « oh !» et j'ai failli me mettre à rire. On a donc tous été emmenés au commissariat. Et on a passé la nuit sous les verrous. Bien sûr que j'ai eu peur. Je me disais que ce serait horrible d'aller en prison. Horrible pour mon avenir et aussi pour mes enfants. Je ne sais plus trop. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils nous ont séparés et qu'on n'a jamais revu Heide. On a pris sa déposition. Elle a tout nié en bloc. Elle a dit qu'elle ne voulait pas se suicider, que tout ça était symbolique. Qu'elle était quelqu'un de bon, qu'elle était docteur en psychologie, qu'elle avait un cabinet à Hambourg et qu'en Allemagne, elle venait beaucoup en aide aux personnes désemparées et démunies. Elle faisait ça quasiment par altruisme. On était tous enfermés dans des cellules différentes. Mais comme elles étaient reliées entre elles, on entendait ce qui se passait à côté. J'ai trouvé la situation au commissariat très désagréable. Ce qui nous a le plus frappé dans les dépositions des adeptes, c'est leur acharnement à vouloir défendre le comportement de Heide Fitkau. Ils étaient fascinés par elle, ils la vénéraient, ils lui vouaient une véritable admiration. J'étais triste pour eux, je le dis en toute franchise. Ils étaient totalement anéantis en tant qu'êtres humains, brisés. Ils ne réfléchissaient plus, ils étaient comme des robots. Le chef de la police s'est montré très cordial. Il a été très aimable avec moi. Il voulait me soutirer davantage d'informations. En fait, il voulait que je lui dise qu'on était une secte. Il m'a expliqué qu'il n'y avait aucun problème à se définir comme tel, qu'on n'était pas les seuls. Même la police pouvait être considérée comme une secte. Alors, je me suis mise à rire et j'ai pensé, oui, il a raison. Mais je suis désolée, on ne peut pas être considéré comme une secte.
On a tous fini en prison. Des familles entières avec des enfants. Je crois que j'ai osé dire quelque chose contre Heide Fitkau. J'ai osé la critiquer alors que les autres l'ont défendue. Il était évident pour moi qu'elle nous avait conduits au bord du désastre. C'est ce que j'ai expliqué et on m'a dit « Vous êtes courageuse ». On s'est bien amusé. On était très joyeux. On avait chacun notre propre cellule. Les lits étaient durs, les couvertures grattaient. Ça a pris une telle ampleur que la police a dû nous relâcher. Franchement. Je me suis alors juré de ne plus jamais la revoir. On était contents. J'ai même pu dormir. La brigade provinciale d'information a considéré les adeptes plutôt comme des victimes de Heide. On s'est concentré sur Heide et Ulrike et on est allé avec elles dans leur propriété de 4000 m² située rue Pinault-Juanico à Arafo. On a procédé à une fouille et récupéré des documents sur l'ordinateur personnel de Heide. Quand on cherche, on trouve. On trouve des choses qui, si elles sont exploitées dans les règles, ne peuvent pas aboutir à une mise en accusation. Mais quand on cherche à accuser quelqu'un, on trouve aussi. Que dire de plus? Heide ayant été arrêté, la première chose à faire, c'était de chercher des éléments de preuve qui permettent au juge de renverser la présomption d'innocence. Ce qui était en jeu, c'était un délit d'incitation au suicide, ce qui est évidemment très difficile à prouver, puisque c'est le résultat qui constitue la preuve. Si aucun décès n'est constaté, il est impossible d'engager des poursuites pour incitation au suicide. Je ne sais pas quels documents ils ont saisis. Dans l'ordinateur personnel de Heide, sur le disque dur, on a trouvé différents documents, dont un annonçant la fin du monde. Le 8e jour du premier mois de l'année 1998, à 20 h, l'axe de la Terre allait exploser. Mais eux, ils étaient les élus. Plus tard, sur le TID, ils se débarrasseraient de leur corps et leurs âmes seraient sauvées. Un vaisseau spatial viendrait les récupérer pour les emmener sur une planète où les attendait le bonheur et la vie éternelle. Heide prétendait être la réincarnation de Dieu en femme et se faisait appeler Aïda par tous ses disciples. Sur un tableau d'affichage accroché dans la pièce où elle donnait ses conférences pendant les séminaires, elle avait mis le dessin d'une soucoupe volante. Voilà ce qu'on a trouvé. On a cherché à savoir qui était l'auteur de ce dessin. C'était le garçon de 12 ans. Après l'interrogatoire, la police nous a tous emmenés en voiture à Arafo, un peu comme si on était des prisonniers. Tout ce que je voulais, c'était déguerpir. On est allé directement à l'aéroport, on a acheté des billets et on est parti. Et là, je me suis dit, c'est fini. J'étais tellement heureuse de partir.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Voici les titres de l'actualité que nous allons développer. L'ange de la mort à Tenerife. L'affaire a eu des répercussions au-delà des frontières espagnoles. Tout d'abord parce que la protagoniste était allemande. Ou plutôt parce que tous les protagonistes étaient allemands. Tenerife et les îles Canaries en général accueillent énormément de touristes allemands. Ensuite, cette femme, Heide Fitkau, était une psychologue qui jouissait d'un très grand prestige dans son pays. Les répercussions ont donc été considérables ici, mais également en Allemagne. C'est clair que si le ministre n'est pas venu à la conférence de presse, c'est parce qu'il était à Madrid. Je crois bien que dès le lendemain, avant même la fin de la matinée, le représentant de l'État aux Canaries révélait toute l'opération. Je crois même qu'il expliquait déjà que des substances toxiques avaient été découvertes. Apparemment, le 8 janvier, aujourd'hui donc à 20 h, ça devait être la fin du monde. Ça allait être... Donc il devait se rendre sur le TID, je crois, et attendre l'arrivée d'un vaisseau spatial. Il était prévu qu'ils mettent fin à leur jour pour pouvoir être sauvés et emmenés dans l'au-delà. Et nous autres, eh bien, on restait ici. La conférence de presse d'Antonio López a été un véritable coup médiatique. Les journalistes se bousculaient. Il était venu accompagné d'un colonel, je crois bien, et du chef de la brigade d'information en personne, si mes souvenirs sont bons. Mais il faut reconnaître qu'à ce stade, eux aussi manquaient d'informations. Ils n'avaient que des soupçons, aucune preuve. Je crois qu'Antonio López était euphorique, oui, vraiment. Il faut se dire qu'à ce moment-là, tout le monde se congratulait. On a été super rapide, on a été prévenus il y a seulement 2 jours, et pourtant, on a réussi à empêcher un drame qui se serait soldé par la mort de plus de 30 personnes. L'intervention de la police répondait bien évidemment à une urgence, puisque la vie de gens était en jeu. Par ailleurs, des événements de ce type impliquant d'autres sectes s'étaient déjà produits à l'étranger. Les Canaries pouvaient donc devenir le théâtre d'un nouveau suicide collectif, et ce risque, personne n'était prêt à le prendre. Les habitants des Canaries se réveillent un beau matin et découvrent dans la presse que l'ordre du Temple solaire est actif dans l'archipel. Rien que cette nouvelle déjà, ça fait trembler. Apprendre en plus qu'un suicide rituel était en préparation, ça interroge et ça suscite une vive inquiétude. Il faut savoir que pour différentes sectes, et pas seulement pour l'ordre du Temple solaire, les Canaries présentaient de nombreux atouts. Parmi ces groupes, beaucoup développent des idées, des concepts ésotériques qui situent sur l'île de Tenerife des sites énergétiques, des croisements ou des vortex d'énergie qui galvanisent les adeptes et favorisent le développement personnel. Dans ces années-là, à Tenerife et ailleurs en Espagne, on avait des colonies de la secte les Enfants de Dieu, qui étaient particulièrement destructrices. À La Gomera, il y avait une communauté qui s'appelait le Chevreau et dont le leader était allemand aussi. Je ne me souviens plus, mais des groupes qui venaient voir les ovnis, il y en avait plein. Plein. Et aussi des spécialistes de ces questions. De là est née également la forte motivation des hommes politiques de l'époque et des autorités. Ils tenaient à montrer que la situation était sous contrôle, à expliquer qu'une opération policière implacable avait été menée, qu'on avait évité une catastrophe et que Tenerife était toujours une destination touristique importante. Des mesures ont été adoptées à l'encontre des sectes établies en Espagne afin d'empêcher ou de limiter au maximum leurs activités. Activités qui prolifèrent comme le montrent les événements de Santa Cruz de Tenerife. La parole est à Monsieur le ministre. Ma seule intervention au Congrès sur les sectes
concernait celle de l'île de Tenerife. Notre sentiment était qu'un suicide collectif ou quelque chose d'approchant était organisé depuis l'Allemagne. C'était depuis Hambourg, je crois, que cette personne tirait les ficelles. Et cette menace de suicide collectif perturbait la cohabitation et la vie de ces gens. Sans tomber dans un alarmisme inutile, j'estime la situation préoccupante eu égard à l'activité criminelle qu'elle cache éventuellement, ainsi qu'aux problèmes d'ordre social et familial et aux tragédies personnelles qu'elle génère et qui doivent alarmer les pouvoirs publics. Il y avait aussi cette psychose du nouveau millénaire, de la fin du monde. Sans doute certaines personnes perturbées pensaient-elles entrer dans une nouvelle étape historique. Ce qui est sûr, c'est que certaines sont passées à l'acte, encouragées par le changement de millénaire. Ces 10 dernières années, plus de 1100 personnes, dont des enfants, ont trouvé la mort dans un suicide collectif. Les dernières victimes en date, décédées l'an dernier dans un ranch de Santa Fe, attendaient le passage de la comète Hale-Bopp pour monter au ciel. Auparavant, 69 adeptes de l'ordre du Temple solaire s'étaient suicidés en Suisse et au Canada. Aux États-Unis a eu lieu la tragédie de Waco, où 86 Davidiens sont morts après avoir incendié le ranch où ils vivaient. Et voici l'une des premières images à avoir fait le tour du monde. 900 personnes ont suivi à la lettre les ordres de leur gourou et sont décédées au cours d'une cérémonie rituelle au Guyana. Rien de tel ne s'était encore jamais produit en Espagne. Souvent, on ne se sent pas concerné par le problème des sectes. On se dit que ça ne nous arrivera pas, que ça se passe quelque part, loin de chez nous. L'idée, à la fin des années 1990, qu'un suicide collectif puisse se produire en Espagne a eu l'effet d'une déflagration et provoqué un cataclysme. Comment une chose pareille pouvait-elle se produire ici ? Je suis allemande, mais je suis née à Barcelone. Avant, je travaillais en Espagne comme journaliste pour des médias allemands, essentiellement pour Spiegel TV et le magazine Spiegel. Je réalisais toutes sortes de reportages partout dans le pays, sur les migrants qui arrivaient par bateau aux Canaries, sur le TA, etc. J'étais en quelque sorte la correspondante de Spiegel TV en Espagne. La première fois qu'on a vu Heide, elle était en détention depuis plusieurs jours. On a été autorisé, c'était une belle victoire, à l'interviewer en prison. On avait enfin réussi à obtenir un entretien avec la personne qui, ce mois-là, faisait la une de tous les médias. On est entré dans le centre pénitentiaire et on nous a installés dans une pièce minuscule. Je crois qu'il y avait une petite fenêtre tout en haut, dans un coin. Et à part ça, une table, c'est tout. Heide est entrée peu après, seule. Je pensais qu'elle viendrait peut-être avec un avocat, mais elle était seule. Comment ça va? Je vais bien. Vous êtes de la télévision allemande? Oui, de Spiegel TV. Bonjour, Monsieur Büchel. Elle avait vraiment envie de s'épancher parce que ça faisait des jours qu'elle ne parlait à personne, à part à son avocat. C'est quelqu'un de très communicatif. Alors elle nous a tout raconté. Elle nous a même expliqué pourquoi elle était en tenue de soirée. Elle avait été arrêtée pendant la fête, le soir du suicide présumé, et donc elle portait encore sa robe. Le temple solaire, ça vous dit quelque chose? Non. Ce que je sais, parce qu'on me l'a dit par téléphone, c'est qu'il existe des sectes dont les membres se rassemblent pour se suicider. Mais comme je ne lis pas beaucoup les journaux et que je ne regarde pas trop la télévision, je ne suis pas très au courant de tout ça. Comment vous vous définissez? On dit que dernièrement, vous vous faites appeler Aïda et que vous prétendez être l'incarnation de Baba. Vous pouvez nous en dire plus? L'énergie de l'amour, l'énergie divine, je l'appelle Aïda. Ça veut dire tout un flux, toujours sur tout. Et quand on est dans le flux de l'amour, ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive aussi à d'autres. On entend des messages et on parvient à les intégrer. Ce ne sont pas des mots qui sortent de ma bouche.
Ils arrivent directement au cœur et à la conscience de celui qui est dans le flux de l'amour, dans l'Aïda. OK? Maintenant qu'on est dans cette pièce vide, qu'il n'y a que vous, Heide Fitkau-Garte et nous, racontez-nous tout. Racontez-nous ce qu'il s'est passé. Est-ce que c'est vrai que vous vouliez vous suicider? Et si ce n'est pas vrai, d'où viennent toutes ces rumeurs? D'où sort toute cette histoire? Il s'est forcément passé quelque chose. Alors s'il vous plaît, dites-nous quoi? On était là, à la bombarder de questions, et ça a duré très longtemps. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous aviez prévu de faire le 24 décembre, le 31 décembre et le 7 ou le 8 janvier au soir. Une nuit, à 3 heures du matin, je me suis réveillée en sursaut, comme si j'avais été mordue par une tarentule. Et pour la première fois de ma vie, j'ai écrit sous la dictée, comme si j'étais une médium. J'ai tout écrit et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ça? De quoi? Eh bien, j'ai compris que l'axe de la Terre pouvait exploser. Et j'ai prévenu tout le monde autour de moi. Pourquoi à Tenerife et pas à Hambourg? J'ai eu cette révélation. Et je l'ai partagée avec le plus grand nombre de personnes possible. D'accord? Et je me suis dit que s'il arrivait quelque chose, Hambourg n'était pas le meilleur endroit où se trouver. Si la mer monte, tout sera inondé. Alors que Tenerife est comme un bateau sur l'Atlantique. On pourra se réfugier dans la montagne. On a dit que vous comptiez aller sur le volcan Teide. Non. Vous disiez que tout serait inondé. Vous vouliez aller où alors? À Las Cañadas. C'est la zone du cratère ici à Tenerife. On peut y accéder en voiture. Il y a un lac de sable, comme je l'appelle, parce que la surface est très plate. C'est une gigantesque caldeira située en altitude, le point le plus élevé qu'on puisse atteindre en voiture. Vous alliez y faire quoi? M'asseoir et contempler le ciel pendant 2 heures, c'est tout. Et cette histoire de suicide collectif? S'il vous plaît, c'est absurde. Tout de suite, elle a essayé de nous expliquer qu'elle trouvait la situation très étrange, qu'elle n'avait rien à faire en prison. Elle ne comprenait pas pourquoi on l'avait enfermée. Elle disait « Je ne suis qu'amour, je suis quelqu'un de bon. J'émets de bonnes vibrations, et voilà que je me retrouve ici. » Ce qui me désespère, ce n'est pas d'être en prison. Ce qui me désespère, et ça me désespère vraiment, c'est toute cette propagande qui est faite dans la presse et à la télévision. Tout ce battage médiatique sur des absurdités. Ça m'angoisse terriblement. Et si ça continue, je vais me mettre à pleurer. En 1998, j'allais... Mon travail consiste simplement à aider le monde en apaisant les tensions. J'ai arrêté de donner des conférences, de faire des formations. J'ai renoncé à toute forme de revenus, car j'avais besoin de comprendre les choses en profondeur. Sinon, je ne peux pas aider le monde. C'est de la recherche, c'est tout. Elle avait un caractère bien trempé, une personnalité très affirmée. Elle avait l'habitude d'être écoutée et de convaincre son entourage. Si vous n'êtes pas leur gourou, qu'êtes-vous? Comment vous définiriez-vous? C'est difficile à dire. Assez difficile à dire. Alors, comment je me définirais? Je suis Heide Fitkau. Et j'aime le monde, tout simplement. Si on regarde sa vie passée, on voit de nombreuses tendances négatives ou des déséquilibres. Néanmoins, la création de soi commence et on se rend compte qu'on est merveilleux. On est vrai et éternel. Mais ça, on ne peut le voir que quand on sort de soi-même. Et qu'on s'abandonne à Baba, à Shiva Baba.
Après l'arrestation de Haïde, le juge a décidé que les adeptes, en tant que victimes, devaient rester sur l'île le temps qu'on recueille leur déposition. Il leur était interdit de quitter Tenerife et ils sont restés à Arafo. Mais dès que l'interdiction a été levée, ils sont pratiquement tous repartis en Allemagne. 5 jours après l'arrivée en prison de Haïde, Andreas, l'un des adeptes, parle au téléphone avec sa mère. Elle est en Allemagne et elle s'inquiète parce qu'elle a lu dans la presse plusieurs articles évoquant ni plus ni moins l'éventualité d'un suicide rituel à Tenerife. Après cette conversation, une fois qu'elle a raccroché, la mère a l'impression que la secte prépare un nouveau suicide collectif, le jour même, dans la maison d'Arafo, et cette fois-ci, peut-être sous l'influence d'Ulrike.